Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet un petit peu étrange pour le château de Versailles. Nous allons parler de la République à Versailles et plus particulièrement du général de Gaulle, le général de Gaulle chez Louis XIV, chez le roi Soleil, au château de Versailles. En 2016 s'est tenue à Trianon une très jolie exposition qui était intitulée Un président chez le roi, de Gaulle à Trianon. Ça peut sembler antinomique, la République dans le lieu qui symbolise la monarchie absolue. Les visiteurs du château, on le sait, viennent trouver à Versailles le souvenir des rois, le souvenir des reines, le souvenir de la cour, qui ont fait de Versailles un projet politique, artistique au service de la grandeur de la France. Finalement, on peut se poser la question, et si ce projet s'était perpétué après la Révolution? Et si la République elle-même n'avait finalement pas investi Versailles pour en faire un lieu de pouvoir dédié à la nation? De Gaulle, lui-même, a pris une part importante dans cette histoire contemporaine de Versailles, et c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui. Dans ses mémoires de guerre, le général rappelle les symboles monumentaux de l'histoire de la nation pour former ce qu'il nomme une certaine idée de la France. Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, les Invalides, et parmi eux figure le château de Versailles, un lieu dont la majesté du soir impressionne le petit Lillois de Paris, c'est ainsi qu'il se nomme dans ses mémoires. Versailles, au XXe siècle, c'est un symbole multiple pour qui aspire à la gloire de la France. C'est le symbole d'une puissance multiséculaire, l'image de la longue histoire de la France, l'art et l'architecture portés au sommet d'un projet de figuration de l'absolutisme, mais le souvenir de la défaite de 1870 et l'humiliation de 1871, avec la proclamation de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces, sous les voûtes peintes par Lebrun qui célèbrent les victoires de Louis XIV sur ses ennemis, eh bien, ça évoque évidemment aussi quelque chose au général de Gaulle. Le symbole de la revanche de 1919, avec le traité de paix avec l'Allemagne. Versailles, on le sait, est devenu par hasard un lieu du pouvoir républicain. C'est certes un musée ouvert au public depuis 1837, mais c'est aussi le siège du Parlement entre 1871 et 1879. C'est le lieu des élections présidentielles sous les 3e et 4e Républiques, et on y reçoit les hôtes de la France avec faste et emphase. En arrivant au pouvoir en 1958, le général de Gaulle ne se contente pas de bouleverser les institutions du pays. Il va également revoir les modalités d'usage des lieux de pouvoir et des résidences de la République. Versailles n'y échappe pas. Le symbole multiple que représente le château, son nom et son histoire, vont servir les intérêts de la République gaulienne dans ses dimensions culturelles, médiatiques et politiques. Alors de Gaulle, pour cela, se fait une certaine idée de Versailles. Et pour lui, Versailles, c'est avant tout un projet culturel. C'est, comme nous le disions, un nom et un lieu qui lui sont connus lorsqu'il parvient au pouvoir en 1958. Le souvenir de l'humiliation de 1871, en même temps que le souvenir du traité de 1919, sont présents évidemment dans son esprit. Ils le sont d'autant plus que Versailles, pour le général, c'est aussi un lieu de souvenir personnel. À l'automne 1920, quelques jours après avoir rencontré Yvonne Vendroux chez des amis, Yvonne Vendroux, sa future épouse, eh bien, il l'invite au bal de Saint-Cyr, son ancienne école, qui se tient cette année-là à l'hôtel des Réservoirs, la demeure de la marquise de Pompadour, à quelques dizaines de mètres du château. Yvonne Vendroux accepte l'invitation, chaperonnée naturellement par son frère, Jacques Vendroux, qui les accompagne au bal de Saint-Cyr. Et Jacques Vendroux, donc futur beau-frère du général, raconte: tous les trois savons très bien pourquoi nous sommes ici. Il sortira des 2 heures qui suivent la vie entière d'un couple ou rien du tout. Eh bien, finalement, ça fonctionne. Et quelques jours plus tard, le 11 novembre 1920, les fiançailles de Charles de Gaulle et Yvonne Vendroux sont célébrées et suivies bientôt d'un mariage. C'est donc un lieu de souvenir personnel, de souvenir familial qui s'attache au général, donc en ce qui concerne le château de Versailles. Lorsqu'il arrive au pouvoir à la fin des années 50, l'ancienne demeure royale se porte plutôt bien. Quelques années plus tôt, André Cornu, qui était secrétaire d'État aux Beaux-Arts, a lancé ce qu'il a appelé l'opération de sauvegarde de Versailles, qui a permis, grâce à la générosité populaire, de restaurer l'essentiel du clos et du couvert du château et de ses dépendances. L'opéra de Louis XV, aménagé par Gabriel vers 1770, l'opéra qui était abandonné depuis près de 80 ans par le Sénat qui en était affectataire,
a été entièrement restauré par l'architecte André Japy, avec une soirée d'inauguration grandiose en 1957, en présence de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, et du président René Coty. À la tête de Versailles, il y a deux hommes dont le dynamisme est entièrement, unanimement reconnu. Et c'est avec eux, avec ces deux personnes, que le général de Gaulle va traiter de l'ensemble des affaires de Versailles pendant toute sa présidence. Le premier, on le connaît souvent lorsqu'on fréquente Versailles, c'est Gérald van der Kemp. Gérald van der Kemp dirige le musée depuis 1953 avec un double contexte favorable. D'abord, le dynamisme des études scientifiques versaillaises, qui sont menées notamment par son ennemi juré, Pierre Verlet, mais dont il utilise abondamment les travaux, et les projets reçus en héritage de ses prédécesseurs, Charles Morisseau-Beaupré et Gaston Brière, qui les premiers, dans les années 20, les années 30 et les années 40, ont amorcé les reconstitutions de décors royaux et le remeublement du château. Le second élément de contexte favorable pour Van der Kemp, c'est l'intérêt international pour le château, qui s'amplifie énormément après la Deuxième Guerre mondiale, et Van der Kemp va mobiliser les réseaux de son épouse américaine pour faire affluer les millions, les dons, les donations pour le château de Versailles. Van der Kemp est ouvertement gaulliste et il se présente d'ailleurs en 1959 aux élections municipales à Versailles sous l'étiquette UNR-MRP. Il est battu. Le second homme fort de Versailles à cette époque, c'est Marc Saltais. Marc Saltais est l'architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux affectés au château de Versailles. Il a été nommé à Versailles en 1954. Il y restera jusqu'en 1973. Et pendant ces presque 2 décennies, il aura à mettre en œuvre les restitutions au sein du château, mais aussi des Trianons, restitutions en grande partie souhaitées par le général de Gaulle, nous allons le voir. Sous l'impulsion de Van der Kemp et de Saltais, Versailles va donc poursuivre sa transformation au cours de la décennie 1960, suivie de très très près par le général de Gaulle. Les opérations de remeublement, par exemple, mobilisent entièrement les équipes du château à coup de récupération dans les collections publiques, de restitution, d'acquisition ou de donation ou legs. La rivalité à ce sujet, qui oppose Versailles au musée du Louvre, rend nécessaire à plusieurs reprises l'intervention des plus hautes autorités de l'État pour trancher des oppositions. Van der Kemp s'oppose très fortement à ses collègues du musée du Louvre pour récupérer des pièces de mobilier, des éléments, des œuvres d'art qui se trouvaient au château de Versailles avant 1789, et ses collègues du Louvre résistent face à ces réclamations. C'est le cas notamment, pour ne prendre qu'un exemple, du très beau tableau de Véronèse, Le repas chez Simon, autour duquel le salon d'Hercule a été aménagé en 1729, donc sous le règne de Louis XV. Ce tableau, cette toile, a été peinte bien avant, à la fin du XVIe siècle, en 1573, et ce tableau a été acquis par la République de Venise vers 1664-65 pour être offert à Louis XIV. Le tableau est transféré au début du XVIIIe siècle au château de Versailles et il prend place en 1729 dans le salon d'Hercule, aménagé spécialement autour de lui comme un écrin pour ce tableau. Il va y rester jusqu'au règne de Louis-Philippe, jusqu'en 1832, date de son transfert au musée du Louvre. Il est remplacé par une toile de Franck. Son retour à Versailles est envisagé dès les années 1950, mais le Louvre va s'y opposer catégoriquement par la voix du conservateur des peintures du musée, Germain Bazin, une haute pointure à l'époque, et encore aujourd'hui, dans le milieu de la conservation. Germain Bazin indique urbi et orbi qu'il est impossible de transporter le tableau. Le tableau est énorme, il fait plus de 9 mètres de long et plus de 4 mètres de haut. Il est constitué de 4 laits horizontaux, auxquels 2 autres laits verticaux s'ajoutent sur les côtés. Il est donc extrêmement fragile. Et dans un document, dans une note qu'il va transmettre au cabinet du ministre des Affaires culturelles, il compare les avantages et les inconvénients de ce transfert du tableau au château de Versailles. Les avantages, dans cette note, tiennent sur 3 lignes, à savoir, grosso modo, la restitution de l'état originel du salon d'Hercule, et les inconvénients mentionnés par Germain Bazin, eux, tiennent sur 7 pages. Donc 3 lignes pour les avantages,
7 pages pour les inconvénients. Et il faut finalement l'intervention du ministre André Malraux et probablement des consignes de l'Élysée pour trancher. En 1961, on ordonne le retour du tableau de Véronèse à Versailles, mais Germain Bazin va dire ce tableau ne sera pas roulé. Et donc, on va établir un châssis, un cadre pour le transporter, un cadre énorme, avec un camion de déménagement qui va faire le voyage de nuit entre le Louvre et Versailles, et on va être obligé de démonter les menuiseries du salon d'Hercule pour le faire passer par la fenêtre. Van der Kemp a insisté pour ce tableau, mais le Louvre a beaucoup résisté. Pour quelle raison? Eh bien, le droit relatif au remeublement du château a évolué au début des années 60. Le Premier ministre, Michel Debré, a signé le 13 février 1961 un texte, un décret, qui précise, je cite, que les peintures, sculptures, tapis et tapisseries, livres reliés, et généralement toutes les œuvres d'art ayant appartenu au décor intérieur des châteaux de Versailles et des Trianon, de leurs annexes et dépendances, ainsi qu'au décor intérieur du château de Marly et des autres demeures royales disparues au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, et actuellement affectées aux administrations ou collections publiques de l'État, autres que les musées nationaux ou mis en dépôt dans ces mêmes administrations ou collections, sont affectés au Musée national de Versailles et des Trianon. Grosso modo, l'ensemble des éléments de décor, mobilier, œuvres d'art qui ornaient le château de Versailles, ses dépendances, ainsi que les châteaux disparus royaux, on pense par exemple à Saint-Cloud, et donc qui ont disparu depuis 1789, et bien toutes ces œuvres d'art qui seraient conservées dans les administrations de l'État, les ministères, les ambassades, les préfectures, le mobilier national, et bien toutes ces œuvres, en 1961, on ordonne leur retour au château de Versailles. Van der Kemp, pour faire passer un tel texte, et c'est une première, a su user de toute son influence pour que Versailles puisse bénéficier de tels retours. Le soutien de Gaulle, le soutien du Premier ministre Michel Debré, qui est le signataire de ce texte, ont été indispensables. Mais, au dernier moment, les musées nationaux ont œuvré pour être exclus du champ d'application du texte. Le texte le précise, les mobiliers, les œuvres d'art actuellement affectées aux administrations autres que les musées nationaux. L'idée était justement de ne pas dépouiller les musées au profit de Versailles, mais bien de ne faire bénéficier Versailles que des mobiliers et œuvres d'art en dépôt dans les administrations. Cette exclusion du champ d'application du texte des musées montre tout de même que l'influence de Van der Kemp auprès des pouvoirs publics est limitée. Son influence, son rôle, sa stature est reconnue pour le château de Versailles. Il n'empêche qu'il ne convient pas de chambouler entièrement le fonctionnement du ministère des Affaires culturelles et de ses établissements pour le compte de Versailles. Il ne parvient donc pas à emporter définitivement la bataille face au Louvre. Une autre action importante en termes de politique culturelle au profit du château de Versailles et qui reçoit le soutien du général de Gaulle, c'est la loi de programme sur les monuments du 31 juillet 1962. Cette loi-programme n'est pas due à l'initiative du général de Gaulle, c'est plutôt Michel Debré, le Premier ministre. Mais cette loi de programme va amplement servir ces projets. Les lois de programme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un texte législatif qui permet une programmation pluriannuelle des dépenses entérinée par le Parlement, de manière à conférer à ces dépenses une forme de légitimité et donc une durabilité difficilement contestable. Elles sont prévues pour durer 3, 4, et en l'occurrence pour la loi de programme sur les monuments, elle va durer 5 ans. Pour les chantiers de restauration du patrimoine, cette pluriannualité doit donc être un gage d'efficacité et d'efficience. Pour en bénéficier, en 1962, 7 monuments sont sélectionnés. Donc, qui doivent recevoir pendant 5 ans des subsides de l'État. Ces 7 monuments sont 5 anciennes résidences royales, Versailles, le Louvre, Vincennes, Fontainebleau et Chambord. Il y a également le lieu des sacs des rois de France, la cathédrale de Reims,
ainsi que les Invalides, qui sont très liés aux souvenirs de Louis XIV et de Napoléon. Le choix de ces monuments n'est pas neutre. Il émane probablement du ministère des Affaires culturelles, mais ce choix ne peut que contenter le général de Gaulle, parce que ils servent pleinement son projet gaullien. Ces 7 monuments sont emblématiques de la grandeur de la France, de son histoire, qui sont régulièrement mis en avant par le président de la République auprès de la population et auprès, évidemment, de ses hôtes et de ses homologues étrangers. Au-delà de la dimension symbolique, la loi de programme doit également servir, le cas échéant, à restaurer des monuments qui doivent être utilisables par le pouvoir républicain, non pas uniquement pour des raisons culturelles, patrimoniales ou touristiques, mais également pour des raisons politiques. On se souvient à ce titre de l'idée, du projet de déménager la présidence de la République au château de Vincennes, aux Invalides, mais également, on le verra plus tard, à Trianon. C'est une idée qui est présente dans les esprits et notamment évoquée par le général au début des années 1960. Sur ces 7 monuments de la loi de programme, Versailles va être le monument le plus favorisé en termes de crédit. Versailles va recevoir 80 millions de francs, tandis que Fontainebleau reçoit la moitié, 40 millions, le Palais du Louvre reçoit 20 millions, les Invalides 12, Chambord 11, Vincennes 10 millions et 7 millions pour la cathédrale de Reims. À Versailles, les chantiers qui sont entrepris dans le cadre de cette loi sont intrinsèquement liés à l'utilisation future du lieu, on le verra, en particulier pour ce qui concerne Trianon et son aménagement pour les chefs d'État étrangers. Ces crédits servent également aux restitutions muséographiques ainsi qu'à quelques interventions structurelles, comme par exemple la couverture de la galerie des batailles, des travaux sur le chauffage du corps central, la rénovation du système électrique, ainsi que les routes dans le parc. Le Salon des Nobles, le Salon d'Hercule et le cabinet de la Dauphine sont également restaurés en partie grâce à ces crédits. Mais, comme je le disais, ce sont surtout les aménagements voulus par le général de Gaulle pour Trianon, et donc aménagements destinés aux chefs d'État étrangers, qui sont une priorité absolue et qui vont contribuer assez régulièrement à détourner l'architecte Marc Saltet du programme qu'il s'était initialement fixé dans le cadre de cette loi. C'est ainsi que la restauration du bassin de l'Ancelade, qui était prévue, est ajournée, elle est reportée au profit de la réfection électrique du Grand Trianon, qui va donc servir le général de Gaulle. En ce sens, la loi de programme de 1962 sert pleinement le projet du général de Gaulle de mettre à profit le château de Versailles pour une utilisation diplomatique et politique amplifiée par rapport aux décennies précédentes. Évidemment, de Gaulle va inscrire ses pas dans les pas de ses prédécesseurs, mais il n'est pas le premier président à avoir l'idée d'utiliser le château de Versailles pour recevoir les hôtes de la République. Dès 1873, donc 3 ans à peine après la proclamation de la République, MacMahon reçoit le Shah de Perse au château de Versailles. Le tsar de Russie est reçu de manière grandiose en 1896 par Félix Faure. Le roi d'Angleterre lui-même passe en revue 50 000 hommes sur la place d'armes de Versailles en 1938 avant un déjeuner somptueux dans la Galerie des Glaces. Donc, de Gaulle, finalement, en recevant ses homologues étrangers à Versailles, ne fait que reprendre une tradition qui est déjà ancienne. Le changement, c'est que de Gaulle va amplifier cette tradition, il va la systématiser et il va surtout l'encadrer. Alors pour cela, la récupération de l'opéra par l'administration des affaires culturelles en 1959 ne peut que servir ses intérêts. Nous le disions tout à l'heure, l'opéra a été affecté au Sénat entre 1875 et 1959. Il était tombé quasiment en ruine, le Sénat ne l'entretenait pas, et il a pu être restauré grâce au crédit de l'opération de sauvegarde du château de Versailles au début des années 1950. Il est inauguré en 1957, et le Sénat se rend bien compte qu'il n'a plus à conserver, et en plus sans l'ouvrir, un lieu qui est l'une des plus belles pièces du château. Et donc en 1959, le Sénat remet à l'administration des affaires culturelles l'opéra de Louis XV pour qu'il puisse être ouvert aux visites. Et de Gaulle, évidemment, se dit qu'il va également pouvoir servir lors des réceptions de chefs d'État.
Jusqu'à la fin des années 50, les réceptions d'État à Versailles étaient en réalité relativement improvisées, et pas vraiment de protocole, pas d'organisation prédéfinie. L'architecte Marc Saltet décrit d'ailleurs la réception d'Élisabeth II pour l'inauguration de l'opéra en 1957 comme un bazar. Il évoque une ambiance de foire d'empoigne. Et donc il faut un petit peu mettre de l'ordre dans tout cela, et De Gaulle va changer l'organisation de ces événements en fixant les modalités de manière précise. D'abord, on aménage des structures adaptées qui permettent de disposer d'installations destinées à ces manifestations. Par exemple, des cuisines provisoires qui sont installées dans la cour des Serres avec un escalier qui aboutit dans la salle de bain de Louis XV. Des sanitaires sont installés, une installation téléphonique pour les chefs d'État, qu'on puisse appeler à tout moment, un système de sonorisation pour l'appel des voitures, une tribune pour les journalistes, on amplifie l'éclairage des façades du château et des œuvres d'art à l'intérieur, et puis un élément peut-être anecdotique, mais qui va réellement servir les réceptions de chefs d'État, on va achever l'électrification de la Galerie des Glaces en 1961 seulement. Jusque-là, on ne pouvait pas organiser de dîner le soir dans la Galerie des Glaces, faute d'éclairage suffisant. Il n'y avait donc que des déjeuners. À partir de 1961, grâce à l'électricité dans la Galerie des Glaces, on va pouvoir recevoir à dîner les chefs d'État. Les deux premiers à en bénéficier, ce sont le roi Baudouin Ier de Belgique, le 26 mai 1961, et quelques jours après, le président Kennedy. De la même manière, le protocole se précise, avec en particulier un plan de table relativement fixe qui permet d'asseoir au dîner, dans la Galerie des Glaces, entre 150 et 200 convives. Le déroulé des visites est sinon à peu près toujours le même, les invités arrivent avant 19h30, le général de Gaulle arrive vers 19h40, accueilli par Malraux. L'hôte que l'on reçoit arrive 5 minutes plus tard, accueilli par les époux de Gaulle sur le perron du vestibule de l'escalier de la Reine. On signe les livres d'or et on présente les hôtes du château, le conservateur, l'architecte, le ministre des Affaires culturelles. Et puis on monte dans le salon des nobles. Les invités de la réception sont présentés au souverain ou au président accueilli. Le dîner est servi dans la Galerie des Glaces. De Gaulle aime les dîners courts, et donc le dîner généralement n'excède pas 1h10, 1h15, entre 20h et 21h15 à peu près. Ensuite, De Gaulle, son hôte et quelques happy few prennent le café dans les petits appartements du roi. Et pendant ce temps, les invités conviés uniquement au spectacle entrent dans le château par l'aile Gabriel et se dirigent vers l'opéra par la galerie de pierre du rez-de-chaussée. Et puis ensuite, vers 21h30, De Gaulle et ses invités se dirigent vers l'opéra, accompagnés du conservateur et de l'architecte. Il y a un court arrêt devant la chapelle illuminée où généralement on donne un concert d'orgue, quelques petites explications historiques ou artistiques sur le trajet par Gérald van der Kemp ou Marc Saltet, puis le spectacle à l'Opéra Gabriel de 21h45 à 23h30, un entracte au cours duquel les artistes sont présentés aux hôtes et au président de la République. Et la sortie s'effectue par le parc qui est illuminé et dans lequel sont données les grandes eaux. Le cortège ensuite sort par la porte de Saint-Antoine et regagne l'autoroute pour entrer à Paris. Le déroulé type d'une soirée montre bien qu'il s'agit avant tout d'un événement politique et diplomatique. Ça n'est absolument pas culturel ou patrimonial. La part culturelle, l'intérêt culturel des visites est vraiment très très faible au cours de ces réceptions. Ça se résume la plupart du temps à quelques explications, quelque part rapides pour se rendre d'un endroit à un autre, sous la conduite du conservateur ou de l'architecte en chef, et qui en profite pour donner des petites explications historique, et c'est à peu près tout. Le musée de l'histoire de France, le grand appartement du roi, en termes de visite, sont complètement délaissés. Les officiels ne font que passer dans l'appartement de la reine pour rejoindre le dîner dans la Galerie des Glaces. On vient avant tout à Versailles pour la magnificence de ce qui est organisé, et non pas pour l'intérêt historique ou artistique du lieu.
Un prédécesseur du conservateur du musée, Gaston Brière, qui est conservateur du musée entre 1933 et 1938, avait qualifié ces réceptions officielles, et notamment celle du roi George VI en 1938, de débauche de théâtre. En réalité, lorsqu'on reçoit les chefs d'État étrangers au château de Versailles, eh bien, Versailles est un cadre, c'est un cadre grandiose pour une fête somptueuse. Il s'agit d'éblouir les hôtes de la République en leur faisant profiter des fastes de l'ancienne demeure royale. On veut évidemment offrir ce que la France a de plus beau pour à la fois honorer ses invités, mais aussi les impressionner. Et dans ces moments, Versailles n'est pas un lieu culturel, c'est un lieu officiel. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les très nombreuses réceptions de souverains, de chefs d'État et de gouvernement qui sont organisées sous la présidence du général de Gaulle dans l'ancienne demeure royale. Selon leur rang, leur ancienneté et leur prestige, et également, de même que selon la place que le général de Gaulle leur accorde dans le paysage diplomatique mondial, eh bien chacun a droit à un peu ou à beaucoup de Versailles. Certains ne sont conviés qu'à un déjeuner dans la galerie basse. C'est le cas du Shah d'Iran en 1961. C'est le cas également des souverains du Laos en 1966. Et puis d'autres ont droit à des réceptions grandioses. C'est le cas évidemment de John Kennedy le 31 mai 1961, lors de ce qui est considéré comme la plus fastueuse réception donnée à Versailles sous la présidence du général de Gaulle. On voit le jeune président qui est au pouvoir depuis à peine quelques mois, son épouse charmante, francophone, francophile, reçue par la haute stature du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle, qui est bien plus traditionnelle en apparence. La soirée de Versailles, lorsqu'ils apparaissent dans la loge royale de l'Opéra, c'est évidemment le point d'orgue de cette visite d'État. C'est également un symbole politique de recevoir les Kennedy, d'autant qu'un an auparavant, on avait ouvert les portes du château de Versailles pour Khrouchtchev. De Gaulle, qui veut se positionner de manière, on va dire, pas forcément neutre, il est évidemment anticommuniste, mais il ne veut pas paraître soumis au pouvoir américain, eh bien, il a fait les honneurs de Versailles au dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev, donc en 1960. Un an plus tard, il est hors de question de ne pas accorder la même chose, et même en plus grandiose, au président américain. Plus qu'à Versailles, cependant, c'est au Grand Trianon que le général de Gaulle va imprimer sa marque. Il va y créer finalement un nouveau lieu de pouvoir. Contrairement au château de Versailles lui-même, le Grand Trianon, à la fin des années 50, est plutôt dans un triste état. Les parquets sont fatigués, les menuiseries sont en ruine, la peinture s'écaille, les boiseries sont abîmées, voire absentes. L'installation électrique est très faible. Les installations sanitaires n'existent quasiment pas. Les jardins sont à l'abandon, les treillages sont en ruine. Bref, Trianon est en très mauvais état. Seules les toitures sont en cours de restauration grâce aux reliquats des crédits de la sauvegarde de Versailles, donc entamés au début de la décennie 1950. De Gaulle est président de la République depuis à peine 8 mois, lorsque le 4 août 1959, la présidence de la République demande à l'architecte Marc Saltet d'établir un projet technique et financier pour aménager l'aile sud du Grand Trianon pour l'accueil de chefs d'État étrangers et l'aile nord pour les réceptions. On se souvient que sous la 4e République, sous Vincent Auriol, on avait aménagé le premier étage du palais de l'Élysée pour recevoir les hôtes de la France dans un appartement qui avait été décoré par Arbus et Leleu, un très bel appartement. C'est d'ailleurs là que loge, de mémoire, la reine d'Angleterre lors de sa visite en 1957. De Gaulle, en arrivant à l'Élysée, a décidé d'installer à cet étage, et donc dans l'appartement, son bureau et le bureau de ses proches collaborateurs. Et donc, on ne peut plus accueillir au palais de l'Élysée les chefs d'État étrangers reçus en France. Il convient donc de trouver un autre lieu pour accueillir ces chefs d'État.
Le projet conçu par Saltet en 1959 prévoit dans l'aile sud un appartement privé, l'aile sud de Trianon, un appartement privé pour le chef d'État à recevoir, un vestibule, une salle des gardes, un salon, 2 chambres, celle du chef d'État étant prévue dans la chambre de l'impératrice et celle de son épouse dans le salon des glaces contigu, également des salles de bain, des chambres pour les domestiques et une salle pour le service médical. Et dans le petit étage, quelques chambres pour la suite du chef de l'État. Le coût d'aménagement de cet ensemble est estimé à 330 millions d'anciens francs, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui, ça correspondrait à 6 millions d'euros. Dans l'aile nord, Marc Saltet prévoit les pièces de réception avec les salons, l'enfilade de salons qu'on connaît, les salons ronds de musique, le salon des familles, le salon des malachites, le salon de frais, le salon des sources, la galerie des Cotels et le salon des jardins, pour un montant de 150 millions à peu près d'anciens francs. Il faut refaire également toute l'électricité dans le palais de Trianon pour 235 millions d'anciens francs, installer un réseau de téléphone, moderniser le chauffage, il faut en faire vraiment une résidence. Pendant 1 an et demi, le projet est finalement laissé en suspens. La présidence s'était dépêchée en 1959 de demander un projet, et puis rien ne se passe pendant 18 mois. En 1961, finalement, les premiers projets de résidence présidentielle voient le jour. Au début de l'année 1961, on demande une nouvelle note à Marc Saltet en vue d'indiquer ce qui pourrait être mis à disposition du président en termes de logement et de bureaux. Et puis surtout, le 1er août 1961, le ministre André Malraux annonce sa venue au château pour le surlendemain, jeudi 3 août. Rien d'étrange, il est ministre des Affaires culturelles, il est normal qu'il puisse, lorsqu'il le souhaite, venir visiter le château de Versailles. Ce qui est plus étrange, c'est que le jour dit, le 3 août, à 16h, on apprend au château que le président de la République accompagne le ministre et qu'ils arrivent à 17h, dans 1 heure. Le général de Gaulle, ce jour-là, a entrepris une tournée des palais nationaux. Il était à Compiègne le matin, à Fontainebleau en début d'après-midi, et il arrive à Versailles, donc le 3 août, vers 17h, et il arrive à 17h30. On a à peine le temps d'évacuer la cour du château que la déesse présidentielle entre donc dans la cour d'honneur. De Gaulle va expliquer à ses interlocuteurs du château, Jean-Louis Imbert, l'architecte adjoint, et Gérald van der Kemp, que ces visites ont un triple objectif. Le premier objectif, c'est de trouver un lieu qui permette de recevoir les chefs d'État étrangers. Pour le Premier ministre britannique, dit de Gaulle, tout peut se passer à Trianon. Et en revanche, s'il s'agit du Shah de Perse ou de la reine d'Angleterre, nous les logerons à Trianon et les grandes réceptions se feront au château. Deuxième objectif, le général souhaite trouver un lieu susceptible d'accueillir des sommets internationaux. On est dans la période de la construction européenne, et de Gaulle dit à ses interlocuteurs, Paris devient une sorte de capitale européenne, voire même une capitale atlantique. Des réunions vont avoir lieu de plus en plus fréquentes entre chefs d'État européens. Ces réunions, il y en aura 3 ou 4 par an au moins, elles sont impossibles à tenir à Paris, où les chefs d'État et leurs suites sont obligés de courir de leur ambassade au lieu de réunion et vice-versa. Il faut donc que tout le monde puisse se réunir dans un même endroit. Et de Gaulle indique, pour ce genre de manifestation, je pense que c'est Fontainebleau qui s'y prête le mieux. Troisième objectif, de Gaulle le dit, il le dit à Gérald van der Kemp et à Jean-Louis Imbert, il est à la recherche d'un nouveau lieu de résidence pour le président de la République. Il dit, je cite, dans le compte-rendu qui est fait de cette visite de août 1961, il faut admettre que le chef de l'État est mal logé à l'Élysée, qui est trop petit et qui est placé au milieu des automobiles. Il n'est pas impossible d'envisager que le chef de l'État vienne un jour habiter à Trianon. Pour ce troisième objectif, ce projet d'aménagement du Grand Trianon pour y accueillir le président de la République française, on envisage même, à l'été 1961, d'autres hypothèses complémentaires, puisque juste à côté, l'hôtel de luxe, le Trianon Palace, qui se trouve entre le Grand Trianon et le château, eh bien, il est en vente. Il est en vente pour 1,5 milliard de francs. Et Van der Kemp va suggérer au président de la République, lors de cette visite, de s'en porter acquéreur. Le Grand Trianon est trop petit pour y installer le président et l'ensemble des services de la présidence. On pourrait installer le président à Trianon et ses services à l'hôtel Trianon Palace. Il faut finalement attendre
près d'un an avant qu'une décision soit prise. Après cette visite de l'été 1961, un nouveau rapport a été établi pour faire concorder les différentes attentes. Le logement d'un chef d'État étranger, des pièces de réception et un appartement présidentiel. Cet appartement présidentiel, on le prévoit d'ailleurs initialement dans les anciens petits appartements de l'empereur et non pas dans l'aile de Trianon-sous-Bois, donc la partie entre la cour d'honneur et l'ancien jardin du roi. Le coût total des travaux, coût total prévisionnel, est de 19,5 millions de francs, près de 20 millions de francs, ce qui correspondrait aujourd'hui à peu près, avec l'inflation et selon les calculs de l'INSEE, à peu près 31 millions d'euros au cours de 2020. Et c'est finalement en avril 1962, le 12 avril 1962, que la décision est prise dans le bureau du directeur de l'architecture au ministère des Affaires culturelles d'aménager le Grand Trianon pour la résidence des chefs d'État étrangers. On ne confirme pas, en 1962, l'aménagement de la résidence du président de la République, mais seulement celle des autres étrangers. Il faut encore attendre 2 ans, en 1964, alors que les travaux ont déjà commencé, pour confirmer que le général de Gaulle, donc en mars 1964, a décidé de faire aménager l'aile de Trianon-sous-Bois pour son usage personnel. Il est indiqué d'ailleurs à Marc Saltais que les travaux sont à entreprendre dès maintenant. L'appartement doit comprendre, donc dans l'aile de Trianon-sous-Bois, au rez-de-chaussée 2 salons, une salle à manger, 3 bureaux, un grand vestibule, et à l'étage, les chambres, ainsi qu'un salon et un bureau. Les travaux ont donc débuté à l'été 1962, avec un chantier qui a été, il faut le reconnaître, particulièrement invasif. Il s'agit de transformer une résidence royale du XVIIe siècle, quelque peu défraîchie, en un lieu d'accueil haut de gamme des hôtes de la France. Les aménagements techniques sont très lourds. Marc Saltais affirme fièrement à un moment que l'installation électrique sera aussi puissante que celle de l'Opéra de Paris. Et toutes ces installations nécessitent des interventions majeures. On va creuser le sous-sol de la cour d'honneur à 6 mètres de profondeur pour y installer le transformateur électrique et la centrale frigorifique. Les chiffres sont résumés d'ailleurs par l'architecte en chef. On intervient sur une centaine de fenêtres et de seuils de porte. On restaure 72 salles. On restaure 7600 mètres carrés de boiserie, 3100 mètres carrés de parquet, une centaine d'appliques, une trentaine de lustres, plus de 55 km de câbles sont posés, le tout avec 21 entreprises et 250 ouvriers présents sur le chantier. Durant tout le chantier, qui dure un peu moins de 4 ans, de 1962 à 1966, il y a un film qui est réalisé à la demande du ministère des Affaires culturelles. Et ce film de Zimmer témoigne de son caractère colossal. Il témoigne aussi d'un interventionnisme un peu trop important, ou en tout cas aujourd'hui, sur un monument classé, sur un bâtiment classé monument historique, d'un interventionnisme probablement trop grand. Ce film a été projeté lors d'un hommage à Marc Saltais. Marc Saltais est mort en 2008 à l'âge de 102 ans. Et il y a eu un hommage à l'Académie d'architecture. On a projeté ce film et parmi ses confrères architectes, la projection de ce film a créé une sorte de malaise dans l'assistance parce que on a réalisé à quel point, en tout cas en 2008, eh bien, ce chantier mené dans les années 60, près d'une cinquantaine d'années plus tôt, n'avait pas vraiment respecté autant qu'il lui fallu l'archéologie architecturale du XVIIe siècle. De Gaulle s'intéresse personnellement au chantier. Il va le visiter à plusieurs reprises. Par exemple, en août 1963, il déjeune au pavillon de Marly, tout proche, avec certains de ses proches, et notamment l'architecte Marc Saltais. Et puis, à l'issue de ce déjeuner, donc 28 août 1963, il visite le Grand Trianon en travaux, il visite l'ensemble des pièces, et puis ensuite, il va au château pour visiter l'exposition consacrée au peintre Lebrun. L'après-midi se termine par un thé qui est servi au pavillon de la Lanterne, de l'autre côté du Grand Canal, par rapport au Grand Trianon, la Lanterne où habite à ce moment-là André Malraux, le ministre des Affaires culturelles. Malraux s'y est installé en juillet 1962. Vous le savez, son appartement personnel à Boulogne-Billancourt a été soufflé par un attentat, a été détruit, et il s'est installé, sur la proposition de Georges Pompidou, au pavillon de la Lanterne. Les travaux du Grand Trianon donc, se poursuivent pendant un peu moins de 4 ans,
avec difficulté. Les difficultés, ce sont d'abord les évolutions constantes du programme à la demande de la présidence. On l'a dit, on a ajouté, 2 ans après le début de chantier, la nécessité d'aménager le logement présidentiel à Trianon-sous-Bois. Donc le programme est en perpétuelle évolution. Deuxième contrainte, les contraintes techniques, et notamment, c'est une anecdote, mais le problème du voisinage, du chantier, du centre commercial et du site de Parly 2, non loin, dont les eaux usées ne peuvent être évacuées que par l'égout relié au Grand Canal et qui passe à proximité du Grand Trianon. Il y a des problèmes de sécurité, mais sur la demande de la présidence de la République, eh bien, Marc Saltais est obligé d'accepter cette évacuation d'eau usée de Parly 2 vers le Grand Canal. La troisième contrainte, surtout, elle est budgétaire. Les dépenses liées à la restauration du bâti, donc du Grand Trianon, sont prises en charge par la loi de programme de 1962, mais la loi de programme n'est pas prévue pour financer l'aménagement d'une résidence, d'une habitation, même si c'est une habitation présidentielle. Et donc, faute d'affectation budgétaire propre, les travaux d'habitation seront finalement financés, au moins pour partie, par la loi de programme destinée à la restauration des monuments historiques. De même, les dépassements budgétaires qui sont liés notamment à l'augmentation du programme et à l'état du bâtiment qui finalement était encore plus endommagé que ne le pensait l'architecte, eh bien les dépassements seront conséquents. De 20 millions prévus initialement, le coût final des travaux d'architecture et des travaux de décoration du Grand Trianon vont dépasser 45 millions de francs, c'est-à-dire à peu près 61 millions d'euros au cours de 2020. La Cour des comptes va dénoncer, dans son rapport annuel, une priorité fondée sur l'urgence donnée à cette opération qui a motivé des entorses aux procédures réglementaires et entraîné des dépenses pouvant paraître excessives. Le général de Gaulle est satisfait finalement, et c'est ça qui importe le plus. Les travaux s'achèvent au printemps 1966, et de Gaulle vient inaugurer le palais en avril 1966. Pendant plus d'1 heure, il visite les salons, les chambres, les cuisines, et en sortant va affirmer publiquement à la presse « Voilà quelles sont les richesses de la France quand elles sont remises en valeur par un Malraux ». La décoration et l'ameublement ont été réalisés sous la direction de l'architecte Marc Saltais, du conservateur Gérald van der Kemp. Il ne faut pas oublier également le rôle du Mobilier National, avec son administrateur Jean Coural. Le décorateur Henri Samuel a été chargé des appartements de réception, et Serge Royot, qui est rattaché au Mobilier National, s'est occupé, lui, de l'appartement présidentiel et de l'appartement des chefs d'État étrangers. Il a, à Trianon-sous-Bois, alterné les teintes de velours en mélangeant les couleurs selon les pièces et selon leurs fonctions. Jaune et vert dans le petit salon du rez-de-chaussée, bleu et vert dans le salon d'attente, gris et grenat dans les bureaux des aides de camp. À l'étage de Trianon-sous-Bois, on va marier, un peu à la manière du XVIIIe siècle, la toile d'Aix et les velours. Le mobilier, au rez-de-chaussée, de style empire, incarne la majesté des lieux, avec des éléments en bois doré pour les pièces les plus nobles. Les pièces les plus nobles, c'est évidemment le bureau du président. Le général de Gaulle est un infatigable travailleur, il faut le montrer, et donc son bureau est la pièce centrale de cette aile, la pièce maîtresse de l'aile de Trianon-sous-Bois, donc qu'on va décorer avec les pièces les plus nobles en bois doré et d'époque empire. Dans les autres pièces, des éléments un peu plus simples, blanc et doré ou simplement blanc. L'ensemble est organisé avec symétrie, avec précision, une forme de solennité, mais sans emphase et sans ostentation. Les appartements privés au premier étage, eux, sont même aménagés de manière, on va dire, presque bourgeoise, avec un mélange de mobilier empire et de mobilier Louis XVI, puisque ce dernier, qui est plus léger, est considéré comme s'accordant plus aisément avec la petite taille des pièces Trianon-sous-Bois. Vous le savez sans doute si vous avez visité ce petit appartement, présente des pièces qui sont de taille relativement réduite par rapport au reste du palais de Trianon. Après 4 années de travaux, le Grand Trianon ouvre ses portes au public, donc en mai 1966. La satisfaction de Gaulle n'est pas partagée par tous. N'oublions pas que depuis le XIXe siècle, le Grand Trianon est un musée, et nombreux sont ceux qui craignent une privatisation du lieu au profit des pouvoirs publics.
Dès 1963, il y avait eu des critiques contre ce projet en disant que la France disposait déjà de plusieurs résidences pour accueillir les chefs d'État étrangers, où on les accueille d'ailleurs. C'est le cas du château de Rambouillet, c'est le cas du château de Champs-sur-Marne, ou même du quai d'Orsay, où il y a un appartement destiné à recevoir les hôtes de la France. Pour les détracteurs du projet, le Grand Trianon doit être un musée et non point une maison d'habitation. Finalement, ces craintes vont s'avérer infondées en ce qui concerne l'utilisation du Grand Trianon par le général de Gaulle. Pendant les 3 années qui vont suivre, de mai 1966 au départ du général en avril 69, il ne va utiliser que très rarement ces aménagements. Jamais pour l'aile de Trianon-sous-Bois et très rarement pour ses hôtes étrangers. Le duc d'Édimbourg, le mari de la reine d'Angleterre, est le premier à être reçu en décembre 1966 pour un programme très allégé. Un entretien avec le président dans le bureau du président à Trianon-sous-Bois pendant une demi-heure, une réception avec une trentaine de personnes dans le Salon des Glaces, et c'est à peu près tout. Harold Wilson, le Premier ministre britannique, est le premier à habiter au Grand Trianon pendant 2 ou 3 jours en juin 1967, et puis ensuite le président de la République irakienne, le général Aref, est reçu pour un déjeuner en 68, et Richard Nixon en mars 1969 pour une séance de travail d'une journée avec un déjeuner au milieu. Et c'est à peu près tout. Pour conclure, il faudrait citer une phrase du général de Gaulle à propos des aménagements du Grand Trianon. Il a peu utilisé, c'est vrai, mais au milieu du chantier, en 1964, il avait écrit à son directeur du cabinet « Je travaille pour l'avenir ». Et en effet, lui-même ne va pas résider dans l'appartement qu'il a pourtant commandé, et il va finalement assez peu recevoir ses homologues étrangers à Trianon. Ce sont ses successeurs, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, qui vont profiter le plus du palais pour y recevoir leurs hôtes, y organiser de fastueuses réceptions, en alternance avec celles organisées au château de Versailles. Ça va être le cas de Léonid Brejnev en 71, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, en 1972, qui va loger au Grand Trianon, le président du Mexique, le roi Faisal d'Arabie Saoudite en 73, et la plupart des chefs d'État en visite officielle en France dans les années 1970 vont loger au Grand Trianon, avec généralement une réception fastueuse dans la galerie des Cotels. Pourquoi plus d'ailleurs des réceptions au Grand Trianon qu'au château de Versailles? Eh bien, c'est que les installations, notamment de cuisine, sont au top. Les cuisines installées au sous-sol du Grand Trianon sont ultra modernes pour des réceptions dans les années 1970, alors qu'au château, finalement, il n'y a pas d'installation aussi moderne et aussi puissante pour organiser de tels dîners d'État. Donc les dîners vont se dérouler la plupart du temps dans la galerie des Cotels du Grand Trianon, avec parfois un spectacle à l'opéra, et donc on se rend après le dîner à l'opéra du château, mais on va un peu moins utiliser la galerie des Glaces dans ces années-là. Il y aura tout de même, dans les années 70, de très fastueuses réceptions, notamment celle du président américain en 1978 par Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing est également le seul président de la République qui va utiliser l'appartement commandé par le général de Gaulle à Trianon-sous-Bois. Il va y passer régulièrement des week-ends, des fins de semaine en famille. Il y célèbre notamment son 50e anniversaire en février 1976. L'apogée politique et diplomatique du Grand Trianon a lieu sous François Mitterrand en juin 1982, lorsque François Mitterrand organise à Versailles le sommet du G7. Tous les chefs d'État et de gouvernement sont logés à Trianon. Le président français, François Mitterrand, habite à l'étage de Trianon-sous-Bois et il a laissé le rez-de-chaussée à la délégation japonaise. Ronald Reagan, lui, est logé dans la chambre de Louis-Philippe. Finalement, c'est l'apogée de l'utilisation de Versailles et de Trianon par la République. Après 1982, le Grand Trianon et Versailles vont être plutôt délaissés pour 2 raisons. La première raison, c'est que les lieux sont finalement assez éloignés de Paris. L'accès est de plus en plus difficile à Versailles par l'autoroute de l'Ouest. La circulation automobile est de plus en plus dense et bloquer l'autoroute pour les convois officiels devient difficile.
La deuxième raison, c'est que le format des visites officielles évolue. La durée de ces visites officielles, des visites d'État, raccourcit. Khrouchtchev, dans les années 1960, était venu une dizaine de jours, je crois, en France. À partir des années 1980-90, parfois, un chef d'État vient pour 24 heures ou 36 heures à Paris. Et donc, on n'a plus le temps d'organiser des réceptions fastueuses au château de Versailles. L'usage systématique prévu par le général de Gaulle n'a donc plus cours. Ceci étant, depuis quelques années, on observe une sorte de mouvement qui s'en rapproche. C'en est certes fini d'un usage de Versailles pour tous les chefs d'État, pour tous les chefs de gouvernement, mais les portes de Trianon se sont rouvertes à quelques très rares reprises lorsqu'il s'est agi d'accueillir un hôte prestigieux. Ça a été le cas en 1992 de Boris Yeltsin, nouvel homme fort de la Russie, qu'il fallait accueillir le mieux possible. Ça a été le cas du président chinois en 2014, reçu par François Hollande, et de Vladimir Poutine, reçu par Emmanuel Macron à Versailles quelques jours à peine après son élection en 2017. Dans ce sens, l'actuel président de la République a inscrit ses pas dans ceux du général en réservant Versailles aux hôtes qu'il faut particulièrement honorer et impressionner, dans le lieu qui fut un modèle d'art et d'architecture et de cérémonial pour les cours européennes, un lieu qui symbolise encore aujourd'hui l'histoire multiséculaire de la France. Merci à tous.